Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 16 mai et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. L'essor fulgurant de l'IA générative dans le quotidien des Français, à lire sur e-commerce mag. Le commerce conversationnel va-t-il façonner le futur du shopping ? À découvrir sur Siècle Digital, le marché français de la mode est désormais dominé par Vinted, à lire sur Fashion United. La loi anti-fast fashion, les défenseurs de la version adoptée à l'Assemblée craignent pour son efficacité après son amendement au Sénat, à lire sur Fashion Network. Et enfin, Motoblues se lance en franchise pour accélérer son maillage physique en Europe, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. L'épisode cette semaine que je vous propose de découvrir est un épisode solo dans lequel je présente une analyse des best practices en matière de customer care observées dans les conversations avec mes invités. Un format analytique pensé comme une prise de recul pour nourrir vos réflexions, vos pratiques et peut-être votre propre culture de la relation client. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Synthèse de l'actu de la semaine, IA, retail, mode et économie, les lignes de faille d'un écosystème en mutation. Alors que les salons du printemps battent leur plein, les derniers articles de la presse spécialisée mettent en lumière une série de fractures et d'accélérations qui traversent l'écosystème retail, tech et consommation, qu'il s'agisse de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, du bouleversement de l'ordre établi dans la mode ou encore des tensions économiques qui pèsent sur la distribution. La transformation s'intensifie. IA générative, promesses concrètes et déstabilisation systémique. L'essor de l'IA en France est désormais quantifiable selon une récente étude relayée par e-commerce mag. L'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises françaises a connu une progression spectaculaire en 2 ans, notamment dans le secteur du retail. Les cas d'usage se multiplient, dépassant le stade expérimental pour s'ancrer dans la relation client, la personnalisation de l'offre ou l'optimisation des flux. L'exemple le plus frappant de cette bascule est sans doute celui de Perplexity, moteur de recherche nouvelle génération, qui en intégrant un bouton d'achat via PayPal, fait de l'IA une interface transactionnelle directe. Le modèle du commerce conversationnel encore balbutiant pourrait bien redessiner les contours du parcours client dans les années à venir, comme le suggère Siècle Digital. Face à cette montée en puissance, les géants traditionnels vacillent. Google, selon les révélations toujours de Siècle Digital, voit son trafic organique chuter, tandis que ses équipes internes s'alarment de la vitesse à laquelle les assistants IA captent l'attention et les intentions d'achat des utilisateurs. L'intelligence artificielle, jadis outil d'appoint, devient une plateforme de distribution à part entière. Mode et retail, le grand renversement. Dans l'univers de la mode, le signal est fort. Vinted est désormais, selon Fashion United, le plus grand détaillant de mode en France. Le champion de la seconde main dépasse les acteurs historiques comme Zara, Kiabi ou Decathlon. Ce renversement de hiérarchie consacre une nouvelle norme de consommation plus circulaire, plus économique et plus numérique. Pourtant, la situation reste contrastée. Les commerces indépendants, eux, retrouvent des couleurs en avril, portés par un regain de fréquentation post-printemps. A l'inverse, plusieurs marques historiques vacillent, Jennifer, Lecoq Sportif, Clergerie, autant de noms en quête de repreneurs ou confrontés à l'incertitude sociale. Les plans de reprise comme celui de Beaumanoir témoignent d'un secteur en pleine recomposition. Autre point de tension, le cadre réglementaire. La loi anti-fast fashion votée à l'Assemblée nationale est fragilisée par un amendement sénatorial qui suscite l'inquiétude des ONG et des défenseurs du textile initial.
du texte initial, en question la capacité réelle à freiner l'expansion de l'ultra low cost, souvent orchestrée depuis l'étranger, via des plateformes massives. Consommation, climat et logistique vers un équilibre incertain. Sur le front économique, les signaux demeurent ambivalents. La croissance française peine à repartir, mais l'inflation reste maîtrisée, selon Fashion Network. Dans ce contexte d'attentisme, les entreprises cherchent à conjuguer sobriété et performance. Mano Mano illustre cette volonté d'équilibre. L'enseigne optimise sa logistique tout en réduisant son empreinte carbone via un pilotage fin des emballages et une mutualisation des livraisons. De son côté, Moto Blues choisit d'investir le physique via un développement en franchise, renouant avec les logiques de proximité dans un marché de la moto encore très attaché à l'expérience en magasin. Publicité digitale remise en cause d'un modèle. Enfin, dans le secteur de la pub digitale, French Web questionne frontalement le rôle et la valeur ajoutée des agences médias. Alors que les technologies d'automatisation et les interfaces IA se généralisent, la frontière entre conseil stratégique, création de valeur et simple achat média devient poreuse. L'enjeu pour les agences, sortir d'un modèle transactionnel pour devenir ou redevenir des partenaires de pilotage global. Bref, ce qu'il faut retenir, d'abord, l'IA n'est plus une tendance, mais bien une infrastructure commerciale. La mode entre dans une ère post-Zara dominée par la seconde main. Les enseignes historiques sont fragilisées, mais les indépendants respirent. L'écologie logistique devient un levier de compétitivité. Et enfin, le modèle publicitaire digital se cherche une nouvelle légitimité. L'essor fulgurant de l'IA générative dans le quotidien des Français à découvrir sur e-commercemag.fr en date du 15 mai. Havas Market, l'agence d'Havas Media Network, a souhaité se pencher sur la relation des Français aux assistants IA à l'heure de l'essor des IA génératives qui bouleversent les usages digitaux. L'intelligence artificielle s'impose notamment comme un outil du quotidien pour une majorité des Français. De la santé au shopping, toutes les générations l'adopte. L'intelligence artificielle n'est plus un concept réservé aux experts ou aux grandes entreprises. Elle s'est imposée en un temps record dans la vie des Français. Selon une étude menée par Havas Market, l'agence e-commerce d'Havas Media Network, 59% des Français utilisent désormais des outils d'IA, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Mais c'est dans la sphère privée que l'adoption est la plus forte, avec plus d'un Français sur deux ayant déjà recours à cette technologie dans leur quotidien. Cette démocratisation rapide rappelle, selon Nathalie Bajot, CEO d'Havas Market, celle de l'électricité ou d'Internet. 54% des Français déclarent utiliser un outil d'IA dans le cadre personnel, un peu plus de 2 ans après leur émergence dans la sphère publique. Ce ratio illustre la révolution que nous vivons. Un phénomène générationnel, mais pas seulement, et sans surprise. Les jeunes adultes sont les plus friands de ces outils. 76% des 18-34 ans déclarent utiliser l'IA, contre 64 des 35-54 ans, 33 des 55 ans et plus. Les jeunes multiplient également les usages avec en moyenne 3 outils différents utilisés contre 2 pour l'ensemble de la population. ChatGPT, dans sa version gratuite, domine largement le marché français avec 80% des utilisateurs d'IA qui l'ont adopté, un chiffre qui grimpe à 86% chez les 18-34 ans. Viennent ensuite Gemini de Google, 33%, et Copilot de Microsoft, 19%. La première entreprise française, Mistral AI, n'arrive qu'en 7e position, illustrant la domination des géants américains dans ce secteur. Des usages variés, santé, divertissement et tourisme en tête, et les Français sollicitent l'IA pour de nombreux domaines de leur vie quotidienne. La santé arrive en tête des usages, 35%, suivi du divertissement, 34%, et du tourisme, 31%. Les assistants conversationnels deviennent ainsi une nouvelle porte d'entrée vers le commerce, capable de formuler des recommandations personnalisées et influente. L'impact de l'IA générative sur l'e-commerce est particulièrement marqué.
61% des utilisateurs déclarent que ces outils les inspirent ou les aident à découvrir de nouveaux produits. 42% estiment qu'ils renforcent leur confiance dans leur choix et 47% passent à l'acte d'achat après avoir consulté une IA lors de leur recherche. Chez les 18-34 ans, 40% achètent directement de produits recommandés en ligne et 30% se rendent en magasin. Mais la dynamique touche aussi les seniors. Un quart des plus de 55 ans valide son choix ou se rend en point de vente après une recherche via l'IA. Preuve que la révolution concerne toutes les générations. Et pour accompagner cette étude, Havas Market a annoncé le lancement d'un baromètre trimestriel, l'IA Brand Tracker, qui mesure la présence des marques dans les réponses générées par l'IA secteur par secteur. Une initiative qui permettra aux entreprises de mieux comprendre et piloter leur influence dans cet écosystème en pleine évolution. Le commerce conversationnel va-t-il façonner le futur du shopping ? À découvrir sur siècledigital.fr en date du 15 mai. Le commerce conversationnel préfigure probablement le futur du shopping, où chaque consommateur que nous sommes sera secondé au quotidien par un assistant digital ultra compétent et ultra personnel. L'essor du commerce conversationnel, né il y a un peu plus de 10 ans, le concept désigne la manière dont les marques utilisent les technologies conversationnelles, assistants vocaux, chatbots, messagerie, pour améliorer l'expérience e-commerce en facilitant la recherche de produits, la prise de commande, le paiement, le suivi des livraisons ou encore la gestion des retours. Et si le concept ne fait pas encore l'unanimité aujourd'hui, il gagne du terrain. Dans une étude publiée en 2023, Juniper Research prévoyait une croissance de 280% d'ici 2028, année où le marché pourrait atteindre 43 milliards de dollars. Mais ces projections pourraient être bien en dessous de la réalité, même au début de l'année 2023. Et encore moins, il y a 10 ans, la technologie nécessaire pour faire passer le commerce conversationnel au niveau supérieur n'existait pas encore. Mais avec l'évolution rapide des grands modèles de langage, les fameux LLM, et les applications d'IA générative, la généralisation du commerce conversationnel semble désormais beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Un assistant digital peut-il être réellement personnel ? Les ressorts psychologiques du commerce sont subtils. Certaines règles immuables ont certes été conceptualisées, notamment dans le fameux ouvrage Influence et manipulation de Robert Cialdini, mais les déclencheurs d'achat ou les sources de satisfaction varient fortement d'un individu à l'autre, d'autant plus qu'il existe une multitude de types d'achats, plaisir, nécessité, ponctuel, récurrent, obsessionnel, etc. C'est sans doute pour cette raison que les technologies conversationnelles, pour l'instant, montrent leurs limites, des limites que nous avons tous déjà expérimentées. Par exemple, lorsque nous discutons avec les chatbots, bien qu'ils puissent répondre de manière correcte à des questions simples et cadrées, l'expérience qu'ils génèrent est souvent frustrante et peut difficilement être qualifiée de véritablement personnalisée. Mais que leur manque-t-il donc ? Dans le film Her, en 2013, une IA développe une relation étroite avec un humain au point que des sentiments et un réel attachement mutuel émergent. À force d'apprendre, l'IA finit par comprendre les ressorts psychologiques profonds du personnage. Un assistant numérique ultra personnel, tel qu'imaginé par Spike Jonze, pourrait-il préfigurer l'expérience d'achat de demain au vu des progrès fulgurants de l'IA générative et de l'influence directe qu'elle exerce déjà sur les comportements des consommateurs? Il ne serait pas déraisonnable de penser que nous nous dirigeons vers un futur similaire. Alors quel impact sur le commerce omnicanal ? L'idée est facile à projeter. Bientôt, chacun pourrait disposer de son assistant digital personnel, intelligent et proactif, intégré à son smartphone, mais aussi au site web, application ou même plateforme sociale de marque. Une expérience hyper personnalisée, disponible sur une pléthore de canaux capables de répondre à toutes sortes de demandes de manière précise et fiable. Les technologies qui existent aujourd'hui rendent possible le commerce conversationnel, offrant aux enseignes la capacité de personnaliser davantage la relation entre la marque et le consommateur sur l'ensemble des canaux digitaux. Et demain, cette relation pourrait évoluer vers une nouvelle dimension où des assistants d'achat digitaux deviendraient de véritables points d'ancrage dans l'expérience client et le contrat de confiance entre une marque et ses consommateurs.
Cela signifie que les marques devront renforcer leur capacité à offrir une relation ultra individualisée, pertinente et contextuelle. Mais pour cela, elles devront maîtriser la technologie et les applications potentielles de l'IA générative pour créer des expériences précises, fluides et de confiance. Les chatbots traditionnels, limités et rigides laisseront place à des agents conversationnels basés sur une IA générative, sophistiquée et capable de traiter plus de 50% des demandes clients, de résoudre des problèmes complexes, d'accéder à des historiques d'achat détaillés et de réduire de manière significative à la fois la frustration des utilisateurs et les coûts des centres de contact. Alors que l'évolution vers un commerce de plus en plus conversationnel et personnalisé se poursuit, cette compréhension fine du consommateur ne se contentera pas d'améliorer l'expérience d'achat, mais permettra aussi de créer des opportunités de vente additionnelles et croisées ciblées, favorisant une augmentation de la valeur client à long terme. Toutefois, cette vision ne peut vraiment fonctionner que si tous les systèmes, plateformes et outils métiers interconnectés qui alimentent aujourd'hui le commerce fonctionnent ensemble, en harmonie, et communiquent entre eux à chaque étape du parcours client. C'est pourquoi une stratégie omnicanale reste la clé pour libérer le plein potentiel du commerce conversationnel. Le marché français de la mode est désormais dominé par Vinted, à lire sur Fashion United en date du 15 mai. Selon une étude de l'Institut français de la mode, l'IFM, la plateforme de e-commerce Vinted réalise le plus grand volume de ventes de mode en France. Vinted devance ainsi des acteurs majeurs tels qu'Amazon ou le distributeur omnicanal Kiabi, qui se classent respectivement 2e et 3e. L'étude a pris en compte les détaillants en ligne et les magasins physiques. Et d'après ce rapport, les ventes d'articles de seconde main représentent déjà 10,9% du chiffre d'affaires total de l'habillement. Chez les jeunes consommateurs âgés de 18 à 34 ans, cette part de marché est encore plus élevée, atteignant 16,3%. L'Institut souligne que cela indique que le e-commerce gagne des parts de marché en France. Le premier géant chinois du e-commerce de mode, Chine, suit de près à la 5e place. Temu, quant à lui, se situe encore à la 24e place. Néanmoins, selon l'IFM, près d'un tiers des ventes d'habillement en ligne au premier trimestre ont été réalisées par Amazon, Chine et Temu. Mais par rapport au chiffre d'affaires total de l'habillement, en ligne et hors ligne, le trio ne représente qu'une part de 7%. À noter, les ventes en ligne représentent 29,4% du chiffre d'affaires total de l'habillement en France. Le prix, l'argument majeur. L'attrait principal reste les prix bas. La plupart des 15 premiers détaillants du classement vendent des vêtements à des prix très avantageux. De plus, 36,4% des ventes d'habillement ont été réalisées lors des soldes et de promotions spéciales. Selon l'IFM, les articles d'occasion les plus achetés en France sont les t-shirts, les jeans et les chemises pour hommes, tandis que les femmes achètent principalement des jeans, des t-shirts et des robes, vendus à des prix moyens de 33, 14 et 38 euros respectivement. L'année dernière, le marché européen du e-commerce était évalué à 94 milliards d'euros. Une croissance de 14% est attendue d'ici 2027. Loi anti-fast fashion, les défenseurs de la version adoptée à l'Assemblée craignent pour son efficacité après son amendement au Sénat, à découvrir sur fashionnetwork.com en date du 15 mai. Mais ce 14 mai, l'événement Fashion Act de COS 361 a réuni un bon nombre d'acteurs de l'industrie textile et le responsable RSE du secteur mode. L'occasion de réaliser un état des lieux de la proposition de loi dite anti-fast fashion. Et pour les intervenants impliqués depuis de longs mois dans ce dossier, les amendements proposés par la commission sénatoriale inquiètent, alors que le texte sera examiné le 2 juin prochain et voté le 10 juin par le Sénat. Il reste 15 jours, souligne Julia Faure, fondatrice de la marque Loom et du collectif En Mode Climat. À ses côtés, la députée Horizon Anne-Cécile Violent, l'une des grandes figures du texte d'origine adopté par l'Assemblée nationale l'année dernière.
Le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, Yann Rivolan, et Victoire Sato, fondatrice du média The Good Goods. Des acteurs de la fast fashion européenne épargnés, remaniés le texte de loi et vidé de sa substance, selon le collectif Stop Fast Fashion. À l'origine, il prévoyait d'interdire la publicité aux entreprises de fast fashion ainsi qu'un mécanisme de prime-pénalité en fonction de l'impact durable des vêtements, des pénalités qui devaient être payées par les entreprises sans obligatoirement se répercuter sur le prix de vente final. Parvenu au Sénat, le texte a été largement amendé. Il s'attaque désormais majoritairement aux acteurs de l'ultra fast fashion, comme les géants chinois Shein, Temu et AliExpress, en épargnant les acteurs européens de la fast fashion, pointent les observateurs. La publicité de ces acteurs, elle, ne serait plus interdite, mais encadrée. Un exemple, les influenceurs qui ne pourraient plus faire de collaboration rémunérée avec ces enseignes. Une mesure inefficace selon Victoire Sato, qui indique que les partenariats entre les influenceurs et Shein se font sur la base de dons de vêtements et non de rémunération financière. Enfin, les primes pénalités ne seraient plus indexées sur l'impact environnemental, mais sur des pratiques industrielles et commerciales, un terme flou que ni la sénatrice Sylvie Valente-Lehir ni la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher ne savent définir pour l'heure, selon Anne-Cécile Violent. Une loi pour réguler le secteur de la mode. Le texte a été diminué pour des raisons politiques, poursuit Julia Faure. Si le président et le rapporteur du Sénat ont souhaité maintenir le vote de la loi, son amputation tient d'un lobbying sûr et certain de la part de politiques français, notamment, selon Anne-Cécile Violent, des personnalités comme Christophe Castaner, ancien député et ministre, et Bernard Pitz, ex-MEDEF, ont été recrutés par Shein et défendent une action coordonnée pour avoir accès à nos datas, détruire nos emplois et notre modèle social, évoqué par Yann Rivolan. En attendant le vote, les quatre intervenants demandent un soutien accru de la part des différentes fédérations de mode françaises, mais également de la part des marques. Julia Faure est catégorique. Les enjeux écologiques sont tellement importants qu'il est beaucoup plus utile de soutenir ce genre de loi que de travailler en interne sur la RSE. Soutenir cette loi, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'entrepreneuse poursuit. L'ultra fast fashion est en train de polariser le monde de la mode. Soit les entreprises meurent, soit elles deviennent de mini-Shein. La solution, selon elle, réguler le secteur de la mode, ce que permettrait de réaliser la loi sous sa forme d'origine. Moto Blues se lance en franchise pour accélérer son maillage physique en Europe, à lire sur republicretail.fr en date du 13 mai. Moto Blues ouvre son modèle à la franchise pour accélérer son maillage physique en Europe. Objectif, 100 magasins d'ici 2030. Le spécialiste de l'équipement moto en ligne mise sur un concept hybride, connecté et communautaire, déjà éprouvé dans ses 3 points de vente pilote. 20 ans après sa création dans les Hauts-de-France, le spécialiste français de l'équipement pour motards Moto Blues passe à la vitesse supérieure et ouvre son modèle à la franchise. Objectif affiché, déployer 100 magasins en France et en Europe d'ici 2030. En lançant notre franchise, nous offrons aux entrepreneurs passionnés l'opportunité de rejoindre l'aventure Moto Blues. Aujourd'hui, nous voulons faire vivre notre vision novatrice du commerce moto partout en Europe. Local connecté, tourné vers la communauté et l'avenir, explique Jérôme Dallidet, CEO de Moto Blues. Un modèle hybride avec 78 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2024, 145 collaborateurs, une croissance à 2 chiffres depuis 2 ans et une présence dans 4 pays, France, Espagne, Italie, Benelux. Moto Blues veut consolider sa position de leader. Le pure player fondé en 2004 s'est imposé comme une référence pour les motards, avec un catalogue de près de 200 000 références, dont l'objectif est de monter à 250 000 d'ici 2026. L'offre couvre 700 marques, les plus emblématiques aux plus confidentielles, et inclut 5 marques propres développées par un département R&D interne.
L'entreprise assume un positionnement communautaire, plus d'1 million de clients fidèles, 54 000 avis clients et plus de 350 000 followers sur les réseaux sociaux. Elle revendique également un engagement fort sur le terrain avec des partenariats réguliers avec les grands événements moto. Moto Blues, c'est une marque nouvelle génération tournée vers la performance, mais aussi vers le plaisir. Notre communauté, c'est notre force. Elle nous pousse à innover, à rester proche des attentes et à construire un commerce plus incarné, affirme Jérôme Dallidet. Contrairement à d'autres pure players convertis tardivement au retail physique, Moto Blues a pensé tôt son modèle comme hybride. Ces 2 magasins en propre à Carvin, le siège historique, et Seclin, 2000 m², servent depuis plusieurs années de laboratoire et ces points de vente permettent aux clients d'accéder à l'intégralité de l'offre en ligne via des bornes interactives, de profiter du click and collect, de consulter les étiquettes électroniques, de bénéficier d'un prix unique web magasin et de retourner ou échanger un produit sans friction. Le modèle repose sur une logistique connectée en temps réel, capable de synchroniser les stocks et d'optimiser la disponibilité produit. Nous avons conçu nos magasins comme des extensions naturelles de notre site e-commerce. Ils ne sont pas pensés contre le digital, mais avec lui. Le client peut naviguer librement entre les canaux en bénéficiant toujours du même niveau de service, résume le dirigeant. Le concept prêt à être répliqué. En 2024, Moto Blues a franchi une première étape vers la franchise avec l'ouverture d'un point de vente en partenariat à Tours. À Seclin, le flagship accueille plus de 240 000 visites par an et génère plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. De quoi séduire les futurs franchisés à la recherche d'un modèle éprouvé. La formule proposée s'adresse à des entrepreneurs familiers de l'univers moto, comme à des investisseurs multifranchisés. Le format des points de vente visé aussi entre 500 et 1000 m² pour un investissement total compris entre 400 et 600 000 euros, avec un droit d'entrée à 20 000 euros. Les franchisés bénéficieront d'une communication centralisée classique, marketing digital de pointe, campagne sur les réseaux sociaux, présence dans les plus grands événements moto et un programme de fidélité basé sur l'usage. Plus tu roules, plus tu gagnes. Chaque point de vente est pensé comme un lieu d'échange, de démonstration et de rencontre avec des événements réguliers. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.